Pépin, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. Alors j'essaie de changer un petit peu le format, d'innover un petit peu pour avoir un bilan de septembre, un petit peu comme un vlog en fait, avec justement tout ce que j'ai lu courant septembre, histoire de rendre ça peut-être un petit peu plus dynamique et voir si ça vous convient. Voilà. En septembre, j'ai l'impression que j'ai beaucoup lu cette fois-ci. Alors c'est peut-être moi qui affabule, hein, mais j'ai l'impression que ouais, j'ai eu le temps, on va dire, de beaucoup lire. Alors il y a beaucoup de graphiques certes, mais d'habitude j'ai pas le temps de lire autant, donc c'est plutôt cool. J'ai tout noté là-dedans parce que il y a certains livres que j'ai eu la bêtise, on va dire, de rendre à ma médiathèque sans avoir fait un update vidéo. Bravo moi, hein, très très douée comme d'habitude. Donc je les ai notés ici pour pas les oublier et vous les présenter en même temps, donc ici. Alors je vais commencer par cette petite BD qui est vraiment adorable, qui s'appelle Élie et Gaston et l'esprit d'automne. C'est de Ludovic Villain et Céline Dereniocourt, si je prononce bien, et c'est publié aux éditions Ankama. Alors comme vous le prouve cette petite étiquette, ça vient de ma médiathèque. Et je l'avais emprunté en fait pour pouvoir valider une sous-catégorie du Pumpkin Autumn Challenge. Et franchement, c'était trop mignon. Regardez-moi la bouille du protagoniste et de son chat. C'est incroyable. Les pages sont très colorées, très vivantes, avec un esprit assez enfantin, vous voyez. C'est très joli. Pour ce qui est de l'histoire, on va suivre la jeune fille qui est ici, qui s'appelle Ellie, et son chat donc Gaston, qui vont aller en vacances chez leur grand-mère, parce que cette année, ses parents doivent travailler et ils ne peuvent pas la garder pendant les vacances. Donc elle va chez sa grand-mère qui habite très loin à la campagne dans une maison reculée entourée de forêts et de champs. Et Ellie s'ennuie profondément parce qu'elle, elle vient de la ville et pour elle, il n'y a strictement rien à faire à la campagne. Sa grand-mère est assez inintéressante en fait. Elle ne peut pas jouer comme elle veut, donc elle s'ennuie. Et au cours d'une escapade où elle va essayer de rentrer chez elle, elle décide de traverser la forêt et elle va se retrouver embarquée dans une aventure qu'elle ne pensait pas tout à fait vivre, entourée d'esprits de la nature, d'animaux qui parlent, qui vont faire qu'elle va vivre un périple auquel elle ne s'attendait absolument pas. Et c'est très mignon, c'est outre le design très rond avec les grands yeux un peu coupins qui est très mignon, je viens de me faire agresser par un snake, tout va bien. Il y a d'une délicatesse, ce chien, c'est affolant. Je disais que, outre ce joli petit... Je disais donc que, outre ce joli design donc très enfantin avec les visages très ronds, les très grands yeux, la colorimétrie est magnifique. C'est vraiment, ça fait vraiment penser à l'ère automnale avec toutes les couleurs qui passent du vert au orangé. Très très joli. Et dedans, je trouve qu'il y a aussi pas mal de beaux messages pour les jeunes, comme quoi il faut toujours essayer d'aller de l'avant, qu'il ne faut pas se fier aux apparences, qu'il faut écouter son courage, être bienveillant envers les autres, envers les animaux, aider son prochain. C'est très mignon. Très très mignon. Franchement, j'ai beaucoup aimé et je serais curieuse de lire le tome 2. Je ne sais pas s'il porte sur l'automne lui aussi, mais en tout cas, il m'a permis de valider une partie de mon pumpkin. J'en parlerai un petit peu plus justement dans la vidéo consacrée au pumpkin parce que dans cette vidéo-ci, il y a énormément forcément de livres portant sur le pumpkin vu qu'on est en septembre et qu'il se termine en novembre. Mais en tout cas, je tenais à vous dire que cette petite BD est très mignonne, abordable pour tous, franchement, c'est choupi. Ça permet de regarder, d'avoir une autre vision de la nature un petit peu avec toutes ces petites créatures. Il y a des cailloux qui roulent, vous voyez, qui sont des esprits. Il y a des chouettes qui parlent, les oiseaux qui... Les oiseaux qui ne font pas que chantonner, qui se mettent à parler aussi. Enfin, c'est très très mignon, très sympa. On continue dans les graphiques, mais avec un genre beaucoup plus adulte, très différent, que j'ai validé aussi pour mon pumpkin. Il s'agit de Peau d'homme. C'est de Hubert et Zanzime et c'est publié aux éditions Glénat. Alors beaucoup plus conséquent, on peut même parler de que c'est un roman graphique, avec un design radicalement différent de ce que je vous ai présenté il y a 30 secondes sur Ellie.
C'est beaucoup plus adulte, c'est beaucoup plus recherché, et c'est pas à mettre entre toutes les mains, je pense. Comme vous pouvez le voir sur la couverture, Peau d'homme porte bien son nom, parce qu'on va suivre la jeune Bianca, qui doit se marier dans très peu de temps, mais qui n'y connaît rien du tout à la vie des hommes, parce que nous sommes dans une partie un petit peu moyenâgeuse de l'Italie, où les femmes sont reléguées au rang de mères nourricières porteuses d'enfants, et les hommes font tout ce qu'ils veulent. Clairement, ils font tout ce qu'ils veulent. Et comme les femmes elles doivent rester entre elles pour rester pures, chastes, innocentes, et bien elle ne connaît rien du tout à la vie des hommes, et elle trouve ça un petit peu dommage de devoir se marier à quelqu'un qu'elle ne connaît absolument pas, et qui est sans connaître les mœurs des garçons. Et les femmes de sa famille se transmettent de génération en génération une peau d'homme qui, quand elle la revêtit, lui permet de devenir un garçon et de déambuler parmi les autres garçons sans se faire repérer. Et grâce à ça, elle va pouvoir déambuler dans le monde de son futur mari, apprendre à le découvrir, le connaître un peu plus et à s'instruire sur ce qu'est réellement la vie des hommes. Et c'est pas mal du tout. C'est un design assez particulier avec des traits très simplistes, une colorimétrie pareil qui est assez simpliste, on ne rentre pas spécialement dans le détail, on ne s'attarde pas nécessairement non plus dessus. On est plus focalisé sur l'histoire que le design, j'ai l'impression. Et c'est pas plus mal parce que ce design, bien que simpliste, mais passe parfaitement bien dans la lecture. Je dirais que c'est quand même assez spécial comme lecture parce qu'on rencontre beaucoup de faits, on va dire, qui sont assez actuels, mais parlés dans le Moyen-Âge, parce qu'il va y avoir tout ce qui est souci de religion, il va y avoir la condition de la femme, il va y avoir la communauté LGBT qui n'a pas spécialement beaucoup de droits, qui doit rester cachée, qui aimerait pouvoir s'assumer en public, mais qui ne peut pas à cause notamment de l'Église, à cause des rumeurs, à cause des gens qui parlent. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont abordées là-dedans, qui sont très intéressantes, mais qui sont, je trouve, un peu beaucoup exacerbées quand même. Par exemple, je prends l'exemple de Bianca. Bianca, elle a tout de la jouvencelle innocente qui a envie de s'épanouir, mais à l'extrême en fait. Depuis qu'elle revêt la peau d'homme qui se nomme Lorenzo, et sous les traits de Lorenzo, elle fait vraiment ce qu'elle a envie, quitte du jour au lendemain à s'en ficher complètement de jeter l'opprobre sur sa famille, de discréditer son frère qui est moine et pendant un prêche à l'église ou sur la place publique. Franchement, il y a des moments, elle dit j'en ai un peu marre d'écouter tout ce que les personnes veulent que je fasse pour elle et pas pour moi. Et d'un autre côté, quand elle s'écoute, elle, on a l'impression qu'elle s'écoute pas réellement en fait. Elle fait ça beaucoup pour l'image aussi, donc c'est assez étrange. Ah, un snake. Ouais, c'est assez particulier parce que on a presque l'impression que quand elle revêt cette peau, elle devient schizophrène en fait. Il y a vraiment la partie Bianca qui est la jeune fille innocente, pure, qui ne connaît rien à la vie, et de l'autre côté le Lorenzo qui est porté sur la boisson, porté sur le sexe, porté sur le scandale, radicalement différent. Alors ça donne pas une condition de la femme et de l'homme parfaitement équilibrée, je trouve. C'est bien fait, c'est sympa, mais je n'ai pas été transcendée non plus. Je m'attendais à quelque chose de assez grandiose, oui, parce que beaucoup de gens ont eu d'énormes coups de cœur là-dessus. C'est pas mon cas. J'ai apprécié la lecture, mais ce n'est pas du tout mon cas. C'est pas du tout un coup de cœur, non. C'est une bonne idée, on va dire, de voir à travers les yeux d'une femme le côté et de la femme et de l'homme. Mais je trouve que c'est un peu trop facile, on va dire. Bianca est un peu... Elle a un côté un peu paillasson quand même, un peu bonne poire, qui n'est pas très logique parce qu'on sent qu'elle veut s'émanciper, elle veut devenir une femme presque du XXIe siècle à son époque,
Elle veut avoir ses propres droits, elle veut avoir son mot à dire, se vêtir comme elle veut, parler comme elle veut. Et à côté de ça, je vais faire un petit peu de spoil, donc si jamais vous l'avez pas lu, passez votre chemin jusqu'au moment où vous verrez une autre jaquette entre mes mains. Et donc, à côté de ça, elle va apprendre sous la peau de Lorenzo comme quoi son mari est en fait gay, qu'il ne se marie avec elle que pour avoir une bonne façade, faire un héritier et assurer la descendance et son héritage. Mais sinon, il n'aime pas les femmes, il ne l'aime pas elle particulièrement. Elle est jolie, ouais, elle est sympa, ok, mais pas plus. Lui, ce qui l'intéresse vraiment, c'est les hommes, c'est vivre la nuit, c'est boire dans les tavernes, donc pas du tout ce que Bianca recherche. Et finalement, sous la peau de Lorenzo, eh ben, elle va devenir ce style d'homme aussi. Elle va devenir gay, entre guillemets, pour avoir une relation avec son futur époux, mais sous donc les traits d'un garçon. Elle va se mettre à boire, elle va se mettre à devenir assez extravagante, à poser nue pour des peintres. Et finalement, son mari ne saura donc jamais que Lorenzo et Bianca sont une seule et même personne. Mais elle, en revanche, vu qu'elle sait le petit secret de son mari qui préfère les hommes aux femmes, eh bien elle l'accepte. No problemo. Pas de problème. Ok, il lui fait un enfant, mais c'est pas grave, ça reste le papa. Il va ramener un autre mec à la maison, mais c'est pas grave, bienvenue à la maison. J'étais mais waouh, c'est un peu trop facile d'accepter tout ça, quoi. C'est vraiment ce côté-là, en fait, qui m'a un peu dérangée. Je veux être une femme libre, je veux penser par moi-même, mais je vais dire oui à tout pour pouvoir être bien tranquille avec mon mari. Mon mari qui ne l'aime pas, hein. Donc, ouais. Ouais. Donc, ouais, c'est pas trop, voilà. Elle se permet de juger, on va dire, certaines personnes, certaines de ses amies. Une, par exemple, qui se fait tromper, tire larigot par son mari. Elle se permet de dire que son mari est un salaud et de juger l'autre femme quand elle va se dire je vais devenir moi aussi j'ai envie de tromper mon mari parce qu'il me trompe. Ok, ça c'est été surenchère quoi. Pour qu'à la fin elle-même se prenne un amant parce que son mari est gay et donc ça lui permet d'avoir le droit de tromper son mari. Non, non, voilà quoi. C'est beaucoup trop facile. C'est parce qu'à l'époque, je dois me marier pour avoir une façade, et ben j'ai le droit de prendre un amant. Non. Bref. Ouais, c'était sympa. Il y avait des bonnes idées et il y en avait d'autres un peu moins. Donc c'est pas un livre qui va rester parmi mes préférés, quoi. Je l'ai lu, j'ai validé mon pumpkin avec... Et voilà. On va passer à autre chose. Alors ça c'était pour les deux premiers que j'ai lus. Et tant que j'ai encore en mémoire les autres que j'ai ramenés à la médiathèque, je vais vous faire l'update dans cette vidéo-ci. Et je vais parler d'un manga qui s'appelle Green Blood. Je ne sais plus trop de qui c'est, donc je vais vous faire un insert de la couverture juste ici. Sachez juste qu'on est dans un seinen très sombre. C'est à Kiun, c'est publié à Kiun si je ne me trompe pas. Et on est dans du sombre, on va être dans du sanglant, on va être dans de la bagarre, on va être dans le règlement de compte. Donc c'est pas à mettre entre toutes les mains, mais j'ai beaucoup aimé. Green Blood, on va être en Amérique dans les années 1800 et quelques, 1852, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Et la ville va être séparée en plusieurs clans, plusieurs gangs en fait, qui vont se faire la guerre pour être le gang le plus puissant, le gang le plus respecté et le gang le plus craint surtout. Et c'est un endroit qui est vraiment sans foi ni loi. C'est un peu un western des temps modernes, d'ailleurs le look des personnages fait vraiment penser aux cow-boys, avec leurs larges chapeaux un peu de cow-boy, leurs longs manteaux, les revolvers aussi. Ça fait vraiment... J'ai pensé vraiment à un mix entre Gangs of New York et Trigun. Parce qu'il y a un côté un petit peu... donc les gangs de New York qui sont en rivalité constante, qui payent des mercenaires pour arriver à leur fin, qui essayent d'asseoir le plus possible leur autorité sur la ville, en étant craints, en faisant des coups bas, en achetant toutes les prostituées de la ville qui vont devenir également des espionnes, en faisant tout ce qu'ils ont envie de faire sans que ce soit moralement légal en fait.
Et le côté un petit peu Trigun, parce qu'il y avait un petit côté un peu... Parce qu'il y a le côté un peu steampunk, un peu pareil sans foi ni loi de Trigun, qui est dans ce désert constant avec pareil tout ce qui est mercenaires, hors-la-loi, cow-boy. Ouais, ça m'a fait un peu penser à un mix des deux. J'ai trouvé ça très sympa. Et en fait, dans ce monde-ci, on va suivre deux frères. Le plus jeune travaille en tant que docker, donc il va réceptionner la marchandise des bateaux qui arrivent et la classer donc dans les docks. Et son grand frère, lui, eh bien, ne travaille pas. En façade, il ne travaille pas. Pour son frère, il cherche forcément du boulot, mais c'est plutôt un fainéant qui préfère dépenser le peu d'argent qu'ils ont dans le bordel plutôt que d'économiser pour les faire déménager dans une ville un peu plus saine pour avoir un meilleur avenir. Sauf que la nuit, en fait, ce frère, eh bien, il est mercenaire. Mercenaire pour le compte d'un des gangs les plus influents de la ville. Et bien donc, il est payé pour faire régner la loi et pour faire régner la terreur. Et il est donc payé pour assassiner des gens, régler des comptes, faire régner la terreur en fonction de ce pourquoi il est engagé. Et j'ai beaucoup aimé cette ambiance très western, très noire, avec, on sent beaucoup de secrets. J'ai lu pour le moment uniquement le premier tome, et c'est une série qui est terminée en 5 tomes, si je ne me trompe pas. Donc j'espère pouvoir trouver les autres tomes dans ma médiathèque. Et l'ambiance, ouais, est tout le temps... On sent qu'il y a les tensions vraiment entre les clans, avec des secrets, avec des complots, avec des micmacs. Il y a le fils d'un des chefs de gang qui se croit tout permis parce que bien évidemment son père c'est le chef, donc il fait ce qu'il veut, il a la protection de papa, quitte à être le dernier des salauds. Et le mercenaire qui à côté de ça a un bon fond mais qui est quand même très droit, très froid, qui a envie de faire régner la justice, mais à côté de ça il faut quand même qu'il gagne de l'argent. Donc il a un peu une ambivalence un peu comme ça, et on sent que derrière tout ça, il y a une quête. Il recherche quelqu'un qui a tué sa famille, donc il a envie de se venger de ces personnes, mais de rien dire en même temps à son petit frère. Donc il y a plusieurs quêtes comme ça qui se mélangent au fur et à mesure, et qui donnent une intrigue assez intéressante et très punchy, parce que donc il y a des meurtres à tout va, il y a des courses-poursuites, il y a des règlements de compte, il y a des fusillades. Donc c'est très noir, c'est très punchy, c'est très adulte, hein, je pense que beaucoup de gens peuvent ne pas aimer ce style, mais moi je l'adore en tout cas. Les seinen, franchement, je suis archi fan de ce style de lecture, parce que plus c'est noir et plus ça me plaît en fait, j'ai l'impression, je suis un peu bizarre. Bref, c'était une très jolie découverte, qui n'était pas du tout prévue pour le pumpkin, mais que j'ai découvert à la médiathèque, et comme je suis incorrigible, je l'ai rajouté par-dessus, et ça m'a fait lire une nouvelle lecture. Voilà. Et ensuite, je vais terminer cet update ici avec 3 BD. Entre le comics et la BD, je dirais. Comics plutôt par son format, et BD parce que le style graphique se rapproche de la BD et du manga plutôt que du comics en fait. Alors ces 3 BD s'appellent Mercy. Je vous ferai pareil un insert parce que bien évidemment ils font partie des livres que j'ai rendus à la médiathèque sans les garder pour faire l'update. Donc c'est une trilogie de Andolfo Miranda, quelque chose comme ça. Je vous mets tout ici. Je crois que c'est publié chez Glénat aussi, si je ne me trompe pas. Et là, on va être pareil dans un univers très sombre, mais plus fantastique. On va être avec des créatures bizarres. Et pour ce qui est de résumé, on va suivre une jeune femme à la beauté froide qui va arriver dans une nouvelle ville avec son majordome et qui s'intéresserait à une ancienne mine qui a été fermée à cause d'un accident, mais elle aimerait l'acheter et la réouvrir pour un sombre dessein. Et l'accident de cette mine qui a eu lieu quelques années auparavant, c'est une explosion qui aurait libéré une créature un peu étrange, une sorte de parasite qui se logerait dans le corps humain et qui aurait besoin d'avoir cette hôte pour pouvoir survivre. Et pour survivre, eh bien, il lui faut s'alimenter en mangeant d'autres êtres humains et en les infectant à leur tour. Donc c'était quelque chose d'assez intéressant et sordide. Et c'est pour ça que je voulais regarder ce que c'était, parce que je connaissais pas du tout. Le design m'avait l'air assez sympa.
et l'histoire intrigante. Donc j'ai trouvé les 3 tomes donc, à ma médiathèque pour le Pumpkin, une fois de plus. Je les ai lus et j'ai pas accroché plus que ça malheureusement. J'étais assez étonnée parce que le design me paraissait merveilleux. Le design est très très joli. Ça me paraissait magnifique sur la couverture. Et au final, c'est joli, hein, mais c'est un peu fade, j'ai trouvé. Notamment au point de vue scénaristique, c'est assez plat en fait. C'est 3 tomes, donc c'est assez vite expédié. Et on n'a pas le temps de s'attacher au personnage en fait. On se rend bien compte que la personne. Attention si je fais des spoils là aussi. Skipper un peu plus loin dans la vie si vous voulez ne pas vous faire spoiler. Donc je trouve qu'on n'a pas le temps de s'attacher au personnage. La petite fille, elle n'a pas une vie facile, oui, mais ça nous donne pas spécialement envie de nous y accrocher. La femme, Mercy, on sent qu'elle a un passé qui est compliqué, qui est ce parasite, qu'elle a, on va dire, une confrontation entre son moi actuel et son moi du passé avec des fragments de sa vie intérieure. Le parasite a pris la possession du corps d'une femme qui était enceinte, sauf que bien sûr en prenant possession du corps, l'enfant a été tué. Et donc cette femme, on sent qu'il lui manque quelque chose, hein. Il lui manque cet enfant qui lui a été retiré, et elle se sent attirée par la petite fille, mais en même temps elle est très froide et très distante parce que elle n'a pas porté cet enfant. Le parasite, lui, ne pense qu'à manger, et donc s'il pouvait presque se nourrir de la gamine, ça l'arrangerait plus que de devenir maman, quoi. Et à côté de ça, il y a son majordome qui est là. D'un coup il est gentil, un coup il est méchant, d'un coup on connaît son passé, comme quoi c'est lui qui aurait été l'instigateur, et puis après finalement c'est devenu lui le grand méchant, mais en fait non, c'est pas lui le grand méchant, il y en a un autre qui est encore plus méchant. Ok, super. Mais bon, c'est un peu décousu. Le grand méchant, il est là, mais tu sais pas pourquoi il est si méchant que ça. Ils veulent tous arriver à la mine. Il y en a un qui veut pour la réouvrir pour que les parasites viennent. L'autre, finalement, non. Il a envie de mourir et de laisser de condamner la mine. Puis finalement, non, ça pourrait être cool de dominer le monde. Wow, fixez-vous, les gars. Vous êtes contents, pas contents, mais fixez-vous. C'est un peu décousu, il y a même une tribu indienne qui est là à un moment, qui a décidé de chasser ces monstres, mais parce que ils ont décimé une partie de leur clan, et donc ils sont pas très contents, certes, mais à côté de ça, ils les mangent. Je dis, oui, d'accord, vous bouffez les monstres qui ont l'air complètement dégueulasses, mine de rien. Et puis après, ils se font décimer, mais finalement, il manque. Ils étaient 4 pauvres pélos et on n'en entend plus parler. Je dis, mais c'est incroyable ça. Ok, on aurait voulu en savoir un peu plus. Il y a des retours dans le passé qui se font, et puis d'un coup on revient dans le présent, et tu te dis, mais pourquoi on est revenu dans le passé pour cette scène? Ça servait à rien. C'était un peu décousu. Un peu décousu. C'est très beau graphiquement, mais il manque un petit quelque chose derrière, un fil, un peu un fil d'Ariane pour que ce soit un peu logique. Visiblement, à la fin du livre, il va y avoir une nouvelle saga qui va se continuer avec la fameuse petite fille. Mais ça peut être intéressant parce que comme par hasard, cette fille est spéciale, elle a un parasite à l'intérieur d'elle, mais le parasite n'est pas méchant. Pourquoi? Voilà, on ne sait pas. Peut-être qu'on le saura un peu plus dans la nouvelle série. Pourquoi le parasite dort plutôt que vouloir bouffer les autres gens comme le faisait le parasite de Mercy. On ne sait pas, le majordome est de retour, il est redevenu gentil, on était putain, mais oh là là, mais soyez un peu cohérent quand même dans l'histoire, ce serait pas mal quoi. Donc ouais, non, un peu déçu de cette trilogie-là. Ça m'a permis de valider mon pumpkin certes, mais je m'attendais vraiment à beaucoup mieux. C'est dommage, comme quoi une couverture ça ne fait pas tout. Des fois ça fait des bonnes surprises et des fois pas du tout. On se fait avoir comme moi par une jolie couverture. Et derrière, c'est pas à la hauteur, malheureusement. Bon, tant pis, hein, je l'ai testé et je ne l'ai pas approuvé. C'est pas grave, ça arrive. Et bien voilà, et, à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi.
aujourd'hui on est mercredi si je ne me trompe pas. Et je vais terminer cette petite update lecture avec la dernière BD que j'ai lue récemment, que j'ai empruntée une fois de plus à ma médiathèque et que j'ai beaucoup aimée, qui n'était pas une fois de plus prévue pour le Pumpkin Autumn Challenge, mais est-ce que je lis les lectures de mon Pumpkin au lieu de lire des nouvelles? Non, évidemment que non, j'en rajoute toujours plus et ma pile de Pumpkin ne bouge pas. Mais est-ce que sinon je n'aurais pas pu découvrir cette magnifique BD? Ça s'appelle Le Grimoire d'Elphie, c'est de Arleston, Alouette et Minnie Ludwin. C'est aux éditions Dracou et c'est beaucoup trop mignon. J'avais vu passer cette BD sur les chaînes de plusieurs booktubeurs dans les nouveautés. Arleston, si c'est celui que je pense, je le connais avec son duo avec Tarquin pour Landfust. Parce que Landfust, c'était toute ma vie quand j'étais au collège-lycée. Et le voir dans un style radicalement différent, je me suis dit, c'est incroyable, ça change de Landfust, donc je voulais voir ce que c'était. Et la mise en page est étonnante. On est sur une BD qui n'est pas très classique, parce que vous voyez, il y a certaines pages comme ça, qui sont incrustées dans la BD, qui font partie de l'histoire, mais qui sont sous forme de plans un petit peu pour montrer un peu plus de réalisme et d'originalité sur les planches. Sinon, elle se présente donc comme ceci, avec un style très joli, la couleur est très peps, très vivante, ça donne un joli réalisme aux planches, j'ai beaucoup aimé. Et les personnages sont trop mignons, très attachants, avec une petite histoire adorable au bout. Et pour ce qui est de la petite histoire d'ailleurs, le résumé nous dit: depuis la mort de leur mère, Elphie et Magda vivent chez une tante acariâtre. Mais un jour, leur sœur aînée revient de Londres. Elle a transformé un bus anglais en librairie ambulante pour aller de village en village. Une nouvelle vie commence. Leur première étape les amène dans une île bretonne où de vieilles rancœurs secouent la population pour un mystérieux timbre perdu. Mais surtout, Elphie découvre qu'elle a hérité des talents de sorcière de sa mère et d'un grimoire qu'elle doit nourrir de ses écrits. Très original, très mignon, avec un style graphique et une colorisation franchement à tomber. Attendez, Snake a décidé de s'incruster dans cette vidéo une fois de plus, pour venir embêter Pipin, évidemment. Donc, je disais, très mignon, j'ai beaucoup aimé, c'est très frais. L'histoire pouvait au début me paraître un petit peu insensée, j'allais dire. Pour une histoire de timbre perdu, puis le village qui est coupé en deux avec pour la personne qui a perdu le timbre et ceux contre. J'étais oui, d'accord, pour un timbre, très très bien. Alors il s'avère que ce timbre vaut beaucoup d'argent car il est très rare. On comprend un peu mieux la rancœur, mais finalement c'est porté avec beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté et un soupçon donc de magie, parce que Elphie elle a hérité donc d'un fameux grimoire magique, et quand elle transforme les pages en origami, genre par exemple une petite grenouille, et bien celle-ci prend vie. Finalement, quand elle écrit dans le livre, ça alimente la magie du livre et les origamis qu'elle crée prennent vie. Donc on se retrouve avec une petite grenouille qui parle, avec un balai qui lui permet de voler telle une sorcière. Donc c'est très imaginatif, c'est très mignon et ça donne envie de voir un petit peu plus les aventures de ces trois sœurs qui sont dans ce fameux bus anglais librairie. J'adore le concept, je trouve ça excellent. Si j'avais un bus anglais sous la main, franchement, j'adorerais faire ça. Ce serait excellent de pouvoir aller de village en village et de proposer des livres au milieu d'un bus anglais, c'est excellent. Bon, faudrait que je passe le permis poids lourd aussi, mais c'est un détail. Mais j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très mignon. Je ferai un close-up avec les planches pour que vous puissiez voir un peu mieux cette fameuse mise en page dont je vous parlais. Un côté un peu casse-BD et un côté un peu plus carnet, avec une écriture magnifique d'ailleurs. On se croirait retourner dans les écoles d'antan. Tout fait à la plume comme ça, c'était très joli. Donc j'ai beaucoup aimé. Franchement, je suis très contente d'avoir une médiathèque à côté de chez moi qui propose beaucoup d'ouvrages, notamment des nouveaux, parce que celui-ci, vous voyez, il y a marqué nouveauté de septembre, donc je l'avais pris le mois dernier.
Et franchement, ça fait vraiment plaisir de pouvoir découvrir plein de nouveautés comme ça. Parce que peut-être que spontanément, je ne l'aurais pas acheté, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas acheté de BD, j'avoue. Parce que c'est un peu comme les mangas, je trouve que c'est un petit peu un piège des fois. On se dit, oh, celui-ci, il a l'air très sympa, c'est un joli coup de crayon, une jolie histoire. Et au final, on se prend au jeu et on se retrouve avec une dizaine de BD à 15 € à acheter à la fin. Donc ça pique un peu hein, finalement niveau budget. Et Place aussi, c'est beaucoup moins gros qu'un roman, mais c'est imposant quand même. Hein. Donc oui, je suis très contente d'avoir pu faire cette petite découverte. J'ai beaucoup aimé. Et j'aimerais bien qu'il y ait un tome 2 en fait, parce que je suis curieuse de voir un peu plus des aventures de ces trois sœurs. Est-ce qu'elles vont pouvoir vendre leurs livres? Est-ce qu'il va y avoir d'autres créations d'Elfie dans ce grimoire? Et est-ce que ces sœurs vont se rendre compte de son pouvoir? Ce serait très très sympa à suivre. Donc franchement, très mignon. Ça rentre donc une fois de plus parfaitement dans le Pumpkin Autumn Challenge. Parfait. Très, très mignon. Ouais, je me répète une fois de plus, mais j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je pense que je vais arrêter ici. Ce sera un mini vlog, on va dire, parce que je vous ai donc pas pris très longtemps. J'espère qu'il vous aura plu, que ce nouveau format vous plaît. Et n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez, que ce soit du format de cette vidéo ou des livres dont j'ai parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires qui est là pour ça. Et puis bah, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, de bonnes lectures, et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!